Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 1er décembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis la postface qu'a écrit Michel Crépu à l'ouvrage de Georges Steiner, Le silence des livres, que je vous montre ici à l'écran. Voilà, le silence des livres. Mais avant, j'aurais peut-être un peu envie de vous entretenir de l'affaire Daniel Breton, ministre de l'Environnement, qui a remis sa démission il y a 2 jours à la suite de certaines révélations sur son passé un peu étonnant, dirions-nous. Il n'a pas payé son loyer pendant 13 mois, 8 000 $, environ un loyer de 700 $. Vous imaginez qu'il devait vivre dans le grand luxe. Et il y a quelque chose, nous, que les gens de gauche, disons, avons beaucoup de difficultés à admettre. C'est que nos adversaires ne sont pas vertueux et ils le savent. Ils en savent davantage sur eux-mêmes et, semble-t-il, sur nous que nous-mêmes. Nous n'avons pas dans notre équipe des Alfonso Galliano, des Chuck Guité, de ces individus de l'ombre qui n'hésitent pas à soudoyer, à manipuler, à aller débusquer dans le passé. Nous n'avons pas dans notre équipe ce qu'on appelle en termes de hockey des goons. Nous voulons toujours être plus vertueux que notre adversaire, qui lui triche sans vergogne en s'appuyant sur cette parfaite connaissance qu'il a de ce qu'il est supposé d'appeler la nature humaine. Nous avons une image idyllique de nous-mêmes et nous répugnons à combattre nos adversaires en utilisant leurs armes. Et c'est pour cela que nous perdons toujours et c'est pour cela que nous perdrons toujours. Alors qu'arrive-t-il à ce pauvre qui tout à coup décide de s'impliquer politiquement, qui décide d'avoir une vie de militant? Eh bien, connaissez-vous bien des pauvres qui n'ont pas des grelots attachés à leur queue? Connaissez-vous bien des pauvres qui n'ont pas eu des factures d'électricité en retard, qui n'ont pas quitté parfois en plein milieu de la nuit un taudis insalubre? J'imagine pas que Daniel Breton, à 600 $ le loyer, vivait dans un palace. La spéculation immobilière à Montréal étant telle que nous retrouvons de ces bons libéraux qui louent des taudis, n'est-ce pas, des taudis insalubres à des gens sans ressources, qui n'ont d'autre alternative que de louer ces infâmes massures. Alors, en connaissez-vous des pauvres? Le bon pauvre, là, le bon pauvre vertueux qui, en silence, reprise ses vêtements, qui se prive de manger sans commettre de larcin, qui... Alors, c'est clair que la classe politique actuelle n'admettra jamais en son sein des gens qui viennent de milieux très pauvres parce qu'ils auront toujours des casseroles attachées après leur queue. Ça nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, moi, je propose simplement que tous ceux qui décident de se lancer en politique active, eh bien, fassent des aveux publics immédiatement. S'ils ont un casier judiciaire, qu'ils disent. S'ils ont des squelettes dans leur placard, qu'ils les exhibent et qu'ils en appellent à la clémence de cette société qui, décidément, pardonne de moins en moins. Ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur l'affaire Daniel Breton. Ce mauvais pauvre qui a osé s'impliquer dans la vie politique. Encore le jeune narrateur de la recherche pouvait-il s'exiler? Passer de l'autre côté du miroir, on ne lui en voulait pas vraiment. La sévérité de la figure paternelle,
est du reste complice en imposant la solitude nécessaire. Sans l'injonction de gagner la chambre, il n'y aurait tout simplement pas de commencement à la vocation d'écrivain et il n'y aurait finalement pas de recherche du temps perdu. Les choses changent dès lors que l'injonction s'inverse. Non pas regagner la chambre, mais la fuir à tout prix. Que dit le père actuel d'un virtuel narrateur? Il ne dit rien. Il est fatigué, tout seul l'ennui. Il y a du hockey à la télé. Que le fils opte pour la chambre dans de telles conditions relève de la maladie, de l'égoïsme scandaleux. Scott Gomez se dévoue pour le club de hockey des Canadiens de Montréal et on lui préférerait les 1001 nuits. Châtiment, punition, psychiatre, médecine, angoisse. Au courrier des lecteurs, mon fils, ma fille ne veulent plus regarder, tout le monde en parle. En famille, que dois-je faire? Le docteur répond, il traverse une phase difficile. N'hésitez pas à lui parler, il reviendra vers vous, etc. La vérité est que de telles déclarations, partout répandues à longueur de magazines, constituent une réelle déclaration de guerre dont la récente polémique anti-psychanalyse est un symptôme parmi d'autres. Pourquoi en veut-on autant à Freud, si ce n'est parce qu'il laisse de la place, dans sa théorie, à l'impossible guérison? On peut réparer des bobos, on ne peut pas guérir d'être né. Il y a un parti non négligeable à tirer de ce constat, même, peut-être, une possibilité de bonheur. Voilà en somme à quoi se résume le message freudien et qui horrifie les comportementalistes. Il est inadmissible qu'un homme de science se montre aussi désinvolte à l'endroit de l'efficacité, critère scientifique absolu, ce que Fernando Camon appelait naguère la maladie humaine, est redevenu illisible. Il est vrai que Freud, après tout, sort tout droit du Talmud. Mauvais, ça. Très mauvais. Encore cette maudite Bible qui est là, derrière, à tirer les ficelles. Heureusement que Michel Onfray est là pour nous dire tout le mal qu'il faut en penser. Le fait nouveau est que cette guerre contre les désordres du vice impuni, il ne le restera plus longtemps, qu'on se le dise, au nom de l'épanouissement et de la rentabilité psychologique aussi bien que marchande, est menée par une armée de niais rutilants de stupidité et de force et de forte ambition. Ce sont les imbéciles dont parlait Bernanos. On les reconnaît infailliblement à leur absence de goût, à leur incapacité à user avec tact et justesse du pouvoir dont ils disposent désormais. C'est l'aspect comique de la situation, car il y en a un. Le pouvoir médiatique n'a rien dans les mains. La substance qu'il prétend transmettre est nulle. Parler de transmission est d'ailleurs superflu. Cela indiquerait qu'il y a encore au fond de cette rutilante stupidité un rapport au passé, une relation à la bibliothèque, un certain savoir des formes antérieures qui poursuivent leur travail souterrain. Oh, rien de tel n'est constatable. Peu importe notre produit, se disent ces nouveaux imbéciles, l'important est qu'on soit là, aux commandes, et que les issues soient bien surveillées. Surtout, ne pas laisser entrer un humanoïde compétent par mégarde, car il faut alors gérer ces détestables problèmes que sont l'attention à ce que l'on écrit, l'exercice du jugement esthétique, le temps nécessaire à la lecture, tellement exaspérant, enfin. Bref, le travail.
Or, il y a de ceci de particulier que vivre avec les livres, en écrire parfois, relève à la fois du travail et du loisir, cet otium dont parlaient les anciens, cette sphère du loisir hors de laquelle il ne se passe tout simplement rien. Loisir comme travail, travail comme loisir, exactement. Pas de signe, pas de révélation en dehors de cette délectable et travailleuse vacuité où respire le jeune narrateur de la recherche. Alors seulement un travail peut éclore, une esquisse, puis une autre, puis encore une autre, l'œuvre naissant peu à peu à elle-même, quasi sans s'en rendre compte. Tout comme le petit Marcel, assis à l'arrière de la calèche et saisi par la vision des clochers de Martinville, vision extatique qui déclenche le premier acte d'écriture à l'intérieur du roman. Un Big Bang invisible a lieu, très discret, sans conséquences notables. Personne ne s'est aperçu de rien. Il y aura encore un soir, un matin. Monsieur Swann vient dîner. Ce soir, il fait beau, ce sont les vacances. Et cependant, quelque chose à parler. Ce serait alors fini tout ça? Mais non, juste un retour à la clandestinité, à une forme de sauvagerie, comme Claudel disait de Rimbaud, qu'il était un mystique à l'état sauvage. On croise parfois de ces jeunes errants, encore tout brûlés d'une parole surgie des profondeurs de la bibliothèque. Qui a parlé? Quel est ce livre? À qui sont ces mots incroyables? Pas de réponse. Une ombre passe dans le chaos. Autrefois, un auguste professeur eût sans doute fait des présentations, comme ce vieux jésuite qui disait à ses élèves qu'on devrait lire Baudelaire à genoux. L'Auguste est mort, il n'y a plus personne pour recevoir, tenir la permanence. Une solitude inouïe commence. G.K. Chesterton. Des hommes, pensais-je, pourraient jeûner 40 jours pour la joie d'entendre un merle chanter. Des hommes pourraient traverser le feu pour trouver une prime vert. C'est bien. Alors voilà, Michel Crépu. C'est tout pour aujourd'hui. Alors ne soyez pas de mauvais pauvres. Ne vous impliquez pas socialement, ne vous impliquez pas politiquement. Et si jamais vous avez l'envie de vous lancer dans le militantisme ou dans la politique active, eh bien, passez tout de suite aux aveux. Avouez tout de suite, immédiatement. Et peut-être nous allons commencer à monter des dossiers, nous autres aussi, sur nos adversaires. Mais eux, ils s'en moquent éperdument, sans doute. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne, Bruno Lalonde. Vous pouvez aller visiter ma page Facebook ou, si le cœur vous en dit, de devenir un ami lisant ou un ami litant. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tous.